Chapitre 4. Mon père n'avait pas témoigné d'autre sentiment que l'étonnement. La femme de chambre lui expliqua qu'Elsa était venue prendre sa valise et était repartie aussitôt. Je ne sais pas pourquoi elle ne lui parla pas de notre entrevue. C'était une femme du pays, très romanesque. Elle devait se faire une idée assez savoureuse de notre situation, surtout avec les changements de chambre qu'elle avait opérés. Mon père et Anne, donc, en proie à leur remords, me témoignèrent des attentions, une bonté qui, insupportable au début, me fut vite agréable. En somme, même si c'était ma faute, il ne m'était guère agréable de croiser sans cesse Cyril et Elsa au bras l'un de l'autre, donnant tous les signes d'une entente parfaite. Je ne pouvais plus faire de bateau, mais je pouvais voir passer Elsa, décoiffée par le vent, comme je l'avais été moi-même. Je n'avais aucun mal à prendre l'air fermé et faussement détaché quand nous les rencontrions. Car nous les rencontrions partout, dans le bois de pin, dans le village, sur la route. Anne me jetait un coup d'œil, me parlait d'autre chose, posait sa main sur mon épaule pour me réconforter. Ai-je dit qu'elle était bonne ? Je ne sais pas si sa bonté était une forme affinée de son intelligence ou plus simplement de son indifférence. Mais elle avait toujours le mot, le geste juste, et si j'avais eu à souffrir vraiment, je n'aurais pu avoir de meilleur soutien. Je me laissai donc aller sans trop d'inquiétude car, je l'ai dit, mon père ne donnait aucun signe de jalousie. Cela me prouvait son attachement pour Anne et me vexait quelque peu en démontrant aussi l'inanité de mes plans. Un jour, nous rentrions à la poste, lui et moi, lorsque Elsa nous croisa. Elle ne sembla pas nous voir et mon père se retourna sur elle comme sur une inconnue, avec un petit sifflement. « Dis-moi, elle a terriblement embelli, Elsa. »« L'amour lui réussit, dis-je. » Il me jeta un regard étonné. « Tu sembles prendre ça mieux. »« Que veux-tu, dis-je. Ils ont le même âge, c'était un peu fatal. » S'il n'y avait pas eu Anne, ce n'aurait pas été fatal du tout. Il était furieux. « Tu ne t'imagines pas qu'un galopin me prendrait une femme si je n'y consentais pas. »« L'âge joue quand même, dis-je gravement. » Il haussa les épaules. Au retour, je le vis préoccupé. Il pensait peut-être qu'effectivement Elsa était jeune, et Cyril aussi, et qu'en épousant une femme de son âge, il échappait à cette catégorie des hommes sans date de naissance dont il faisait partie. J'eus un involontaire sentiment de triomphe. Quand je vis chez Anne les petites rides au coin des yeux, le léger pli de la bouche, je m'en voulus. Mais il était tellement facile de suivre mes impulsions et de me repentir ensuite. Une semaine passa. Cyril et Elsa, ignorants de la marche de leurs affaires, devaient m'attendre chaque jour. Je n'osais pas y aller. Ils m'auraient encore extorqué des idées et je n'y tenais pas. D'ailleurs, l'après-midi, je montais dans ma chambre, soi-disant pour y travailler. En fait, je n'y faisais rien. J'avais trouvé un livre de yoga et m'y attelais avec grande conviction, prenant parfois toute seule des fous rires terribles et silencieux, car je craignais qu'Anne ne m'entende. Je lui disais, en effet, que je travaillais d'arrache-pied. Je jouais un peu avec elle à l'amoureuse déçue, qui puise sa consolation dans l'espoir d'être un jour une licenciée accomplie. J'avais l'impression qu'elle m'en estimait, et il m'arrivait de citer Kant à table, ce qui désespérait visiblement mon père. Un après-midi, je m'étais enveloppée d'une serviette de pain pour avoir l'air plus hindou. J'avais posé mon pied droit sur ma cuisse gauche et je me regardais fixement dans la glace, non avec complaisance, mais dans l'espoir d'atteindre l'état supérieur du yogi, lorsqu'on frappa. Je supposais que c'était la femme de chambre, et comme elle ne s'inquiétait de rien, je lui criai d'entrer. C'était Anne. Elle restait une seconde figée sur le pas de la porte et sourit. « À quoi jouez-vous ?»« Au yoga, dis-je. Mais ce n'est pas un jeu, c'est une philosophie hindoue. »
Elle s'approcha de la table et prit mon livre. Je commençai à m'inquiéter. Il était ouvert à la page 100 et les autres pages étaient couvertes d'inscriptions de ma main, telles que impraticables ou épuisant. « Vous êtes bien consciencieuse, hein ?» dit-elle. « Et cette fameuse dissertation sur Pascal dont vous nous avez tant parlé, qu'est-elle devenue ?» Il était vrai qu'à table, je m'étais plus à disserter sur une phrase de Pascal en faisant semblant d'y avoir réfléchi et travaillé. J'en avais jamais écrit un mot, naturellement. Je restais immobile. Anne me regarda fixement et comprit. « Que vous ne travailliez pas et fassiez le pantin devant la glace, c'est votre affaire, dit-elle. Mais que vous vous complaisiez à nous mentir ensuite à votre père et à moi, c'est plus fâcheux. D'ailleurs, vos subites activités intellectuelles m'étonnaient. » Elle sortit et je restai pétrifiée dans mes serviettes de bain. Je ne comprenais pas qu'elle appelât ça mensonge. J'avais parlé de dissertation pour lui faire plaisir, et brusquement, elle m'accablait de son mépris. Je m'étais habituée à sa nouvelle attitude envers moi, et la forme calme, humiliante de son dédain me transportait de colère. Je quittai mon déguisement, passai un pantalon, un vieux chemisier, et sortis en courant. La chaleur était torride, mais je me mis à courir, poussée par une sorte de rage, d'autant plus violente que je n'étais pas sûre de ne pas avoir honte. Je courus jusque chez Cyril, m'arrêtai sur le seuil de la villa, haletante. Dans la chaleur de l'après-midi, les maisons semblaient étrangement profondes, silencieuses et repliées sur leurs secrets. Je montai jusqu'à la chambre de Cyril. Il me l'avait montrée le jour que nous étions allés voir sa mère. J'ouvris la porte. Il dormait, étendu en travers de son lit, la joue sur son bras. Je le regardai 1 minute. Pour la première fois, il m'apparaissait désarmé et attendrissant. Je l'appelai à voix basse. Il ouvrit les yeux et se redressa aussitôt en me voyant. « Toi ? Comment es-tu ici ?» Je lui fis signe de ne pas parler si fort. Si sa mère arrivait et me trouvait dans la chambre de son fils, elle pourrait croire. Et d'ailleurs, qui ne croirait pas. Je me sentis prise de panique et me dirigeai vers la porte. « Mais où vas-tu » cria-t-il. « Reviens, Cécile !» Il m'avait rattrapée par le bras et me retenait en riant. Je me retournai vers lui et le regardai. Il devint pâle comme je devais l'être moi-même et lâcha mon poignet. Mais ce fut pour me reprendre aussitôt dans ses bras et m'entraîner. Je pensais confusément. Cela devait arriver, cela devait arriver. Puis ce fut la ronde de l'amour, la peur qui donne la main au désir, la tendresse et la rage, et cette souffrance brutale que suivait, triomphant, le plaisir. J'eus la chance, et Cyril la douceur nécessaire, de le découvrir dès ce jour-là. Je restai près de lui 1 heure, étourdie et étonnée. J'avais toujours entendu parler de l'amour comme une chose facile. J'en avais parlé moi-même crûment, avec l'ignorance de mon âge, et il me semblait que jamais plus je ne pourrais en parler ainsi, de cette manière détachée et brutale. Cyril, étendu contre moi, parlait de m'épouser, de me garder contre lui toute sa vie. Mon silence l'inquiétait, je me redressai, le regardai et je l'appelai mon amant. Il se pencha. J'appuyai ma bouche sur la veine qui battait encore à son cou. Je murmurai « Mon chéri, Cyril, mon chéri ». Je ne sais pas si c'était de l'amour que j'avais pour lui en ce moment. J'ai toujours été inconstante, et je ne tiens pas à me croire autre que je ne suis. Mais en ce moment, je l'aimais plus que moi-même. J'aurais donné ma vie pour lui. Il me demanda, quand je partis, si je lui en voulais, et cela me fit rire. Lui en vouloir de ce bonheur? Je revins un pas lent, épuisée et engourdie, dans les pins. J'avais demandé à Cyril de ne pas m'accompagner, c'eût été trop dangereux. Je craignais que l'on pût lire sur mon visage les signatures éclatantes du plaisir, en ombre sous mes yeux, en relief sur ma bouche, en tremblement.
Devant la maison, une chaise longue, Anne lisait. J'avais déjà de beaux mensonges pour justifier mon absence. Mais elle ne me posa pas de questions, elle n'en posait jamais. Je m'assis donc près d'elle dans le silence, me souvenant que nous étions brouillés. Je restais immobile, les yeux mi-clos, attentive au rythme de ma respiration, au tremblement de mes doigts. De temps en temps, le souvenir du corps de Cyril, celui de certains instants, me vidait le cœur. Je pris une cigarette sur la table, frottai une allumette sur la boîte. Elle s'éteignit. J'en allumai une seconde avec précaution, car il n'y avait pas de vent et seule ma main tremblait. Elle s'éteignit aussitôt contre ma cigarette. Je grognai et en pris une troisième. Et alors, je ne sais pas pourquoi, cette allumette prit pour moi une importance vitale. Peut-être parce que Anne, subitement arrachée à son indifférence, me regardait sans sourire avec attention. À ce moment-là, le décor, le temps disparurent. Il n'y eut plus que cette allumette, mon doigt dessus, la boîte grise et le regard d'Anne. Mon cœur s'affola, se mit à battre à grands coups. Je crispai mes doigts sur l'allumette, elle flamba, et tandis que je tendais avidement mon visage vers elle, ma cigarette la coiffa et l'éteignit. Je laissai tomber la boîte par terre, fermai les yeux. Le regard dur, interrogateur d'Anne pesait sur moi. Je suppliais quelqu'un de quelque chose, que cette attente cessât. Les mains d'Anne relevèrent mon visage. Je serrai les paupières de peur qu'elle ne vît mon regard. Je sentais des larmes d'épuisement, de maladresse, de plaisir s'en échapper. Alors, comme si elle renonçait à toute question, en un geste d'ignorance, d'apaisement, Anne descendit ses mains sur mon visage, me relâcha. Puis elle me mit une cigarette allumée dans la bouche et se replongea dans son livre. J'ai donné un sens symbolique à ce geste. J'ai essayé de lui en donner un. Mais aujourd'hui, quand je manque une allumette, je retrouve cet instant étrange, ce fossé entre mes gestes et moi, le poids du regard d'Anne et ce vide autour, cette intensité du vide. Chapitre 5. Cet incident dont je viens de parler ne devait pas être sans conséquence. Comme certains êtres très mesurés dans leurs réactions, très sûrs d'eux, Anne ne tolérait pas les compromissions. Or, ce geste qu'elle avait eu, ce relâchement tendre de ses mains dures autour de mon visage, en était une pour elle. Elle avait deviné quelque chose. Elle aurait pu me le faire avouer et, au dernier moment, elle s'était abandonnée à la pitié ou à l'indifférence. Car elle avait autant de difficultés à s'occuper de moi, à me dresser, qu'à admettre mes défaillances. Rien ne la poussait à ce rôle de tuteur, d'éducatrice, si ce n'est le sentiment de son devoir. En épousant mon père, elle se chargeait en même temps de moi. J'aurais préféré que cette constante désapprobation, si je puis dire, relevât de l'agacement ou d'un sentiment plus à fleur de peau. L'habitude en eût eu rapidement raison. On s'habitue aux défauts des autres quand on ne croit pas de son devoir de les corriger. Dans 6 mois, elle n'aurait plus éprouvé à mon égard que de la lassitude, une lassitude affectueuse. C'est exactement ce qu'il m'aurait fallu. Mais elle ne l'éprouverait pas, car elle se sentirait responsable de moi, et en un sens elle le serait, puisque j'étais encore essentiellement malléable. Malléable et entêtée. Elle s'en voulut donc, et me le fit sentir. Quelques jours après, au dîner, et toujours au sujet de ces insupportables devoirs de vacances, une discussion s'éleva. Je fus un peu trop désinvolte, mon père lui-même s'en offusqua, et finalement, Anne m'enferma à clé dans ma chambre, tout cela sans avoir prononcé un mot plus haut que l'autre. Je ne savais pas ce qu'elle avait fait, et comme j'avais soif, je me dirigeai vers la porte et essayai de l'ouvrir. Elle résista, et je compris qu'elle était fermée. Je n'avais jamais été enfermée de ma vie. La panique me prit, une véritable panique. Je courus à la fenêtre. Il n'y avait aucun moyen de sortir par là. Je me retournai, véritablement affolée.
Je me jetai sur la porte et me fis très mal à l'épaule. J'essayais de fracturer la serrure, les dents serrées, je ne voulais pas crier qu'on vint m'ouvrir. J'y laissai ma pince à ongles. Alors je restai au milieu de la pièce, debout, les mains vides, parfaitement immobile, attentive à l'espèce de calme, de paix qui montait en moi à mesure que mes pensées se précisaient. C'était mon premier contact avec la cruauté. Je la sentais se nouer en moi, se resserrer au fur et à mesure de mes idées. Je m'allongeai sur mon lit. Je bâtis soigneusement un plan. Ma férocité était si peu proportionnée à son prétexte que je me levais 2 ou 3 fois dans l'après-midi pour sortir de la chambre et que je me heurtais à la porte avec étonnement. À 6 heures, mon père vint ouvrir. Je me levai machinalement quand il entra dans la pièce. Il me regarda sans rien dire, et je lui souris aussi machinalement. « Veux-tu que nous parlions » demanda-t-il. « De quoi » dis-je. « Tu as horreur de ça et moi aussi. Ce genre d'explication qui ne mène à rien. C'est vrai, il semblait soulagé. Il faut que tu sois gentille avec Anne. Patiente. » Ce terme me surprit. Moi, patiente avec Anne? Il renversait le problème. Au fond, il considérait Anne comme une femme qu'il imposait à sa fille, plus que le contraire. Tous les espoirs étaient permis. « J'ai été désagréable, dis-je, je vais m'excuser auprès d'Anne. »« Es-tu heureuse ?»« Mais oui, dis-je légèrement. Et puis, si nous nous tiraillions un peu trop avec Anne, je me marierais un peu plus tôt, c'est tout. » Je savais que cette solution ne manquerait pas de le faire souffrir. « Ce n'est pas une chose à envisager, tu n'es pas Blanche-Neige. Tu supporterais de me quitter si tôt? Nous n'aurions vécu que 2 ans ensemble. » Cette pensée m'était aussi insupportable qu'à lui. J'entrevis le moment où j'allais pleurer contre lui, parler du bonheur perdu et de sentiments excessifs. Je ne pouvais pas en faire un complice. J'exagère beaucoup. Tu sais, Anne et moi, nous nous entendons bien, en somme, avec des concessions mutuelles. Oui, dis-tu, bien sûr. Il devait penser comme moi que les concessions ne seraient probablement pas réciproques, mais viendraient de ma seule personne. Tu comprends, dis-je, je me rends très bien compte qu'Anne a toujours raison. Sa vie est beaucoup plus réussie que la nôtre, beaucoup plus lourde de sens. Il eut un petit mouvement involontaire de protestation, mais je passai outre. D'ici 1 mois ou 2, j'aurai assimilé complètement les idées d'Anne. Il n'y aura plus de discussions stupides entre nous, seulement il faut un peu de patience. Il me regardait, visiblement dérouté, effrayé aussi. Il perdait une complice pour ses incartades futures. Il perdait aussi un peu son passé. « Il ne faut rien exagérer, dit-il faiblement. Je reconnais que je t'ai fait mener une vie qui n'était peut-être pas de ton âge, ni du mien. Mais ce n'était pas non plus une vie stupide ou malheureuse, non? Au fond, nous n'avons pas été trop tristes, non, désaxés pendant ces 2 ans. Il ne faut pas tout renier comme ça parce que Anne a une conception un peu différente des choses. Il ne faut pas renier, mais il faut abandonner, dis-je avec conviction. Évidemment, dit le pauvre homme, et nous descendîmes. Je fis sans aucune gêne mes excuses à Anne. Elle me dit qu'elles étaient inutiles et que la chaleur devait être à l'origine de notre dispute. Je me sentais indifférente et gaie. Je retrouvai Cyril dans le bois de pin comme convenu. Je lui dis ce qu'il fallait faire. Il m'écouta avec un mélange de crainte et d'admiration. Puis il me prit dans ses bras, mais il était trop tard, je devais rentrer. La difficulté que j'eus à me séparer de lui m'étonna. S'il avait cherché des liens pour me retenir, il les avait trouvés. Mon corps le reconnaissait, se retrouvait lui-même, s'épanouissait contre le sien. Je l'embrassais passionnément, je voulais lui faire mal, le marquer pour qu'il ne m'oublie pas un instant de la soirée, qu'il rêve de moi à la nuit. Car la nuit serait interminable sans lui contre moi, sans son habileté, sans sa fureur subite et ses longues caresses.